Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, réalisé par la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, mon invité est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Tours. Et aujourd'hui, nous allons parler du Brexit, pour ne pas changer, once more again. C'est vraiment le cas, mais c'est les Anglais, ils nous épargnent rien. Et c'est à nouveau un sujet aujourd'hui. Alors j'allais dire, est-ce qu'on peut dire où en est-on? Je n'en suis pas sûre, puisque finalement Johnson veut tout réduire, veut tout renvoyer à la case départ. C'est ça. C'est assez difficile de voir clair dans le jeu des Britanniques. Et à la rigueur, permettez-moi peut-être de vous reprendre sur votre propos introductif. Quand vous dites qu'il ne nous épargne rien, nous Européens, oui, mais je crois surtout, et je sais que vous êtes d'accord avec moi, qu'ils ne s'épargnent pas grand-chose à eux-mêmes, et en particulier à la population britannique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est eux qui vont payer. Ce sont eux qui vont payer la facture et qui vont évidemment souffrir, bien entendu. Alors oui, le Brexit n'en finit pas, mais je crois qu'il a commencé très tôt, mais on l'avait déjà dit, hein, les Britanniques adhèrent en 1973 aux communautés économiques européennes, et en 1975, ils organisent déjà un premier référendum pour organiser la sortie. Bon, ça on l'oublie parfois, mais bon, malgré tout, il reste dans les communautés. Airbus, c'est pareil d'ailleurs. Airbus, c'est un consortium franco-britannique qui se met en place en 68, dont le projet devait aboutir à la création, ce qui a été fait d'ailleurs, de la Caravelle, qui était les premiers avions. Mais en réalité, l'entreprise a capoté économiquement très rapidement, et les Britanniques sont partis en 69. Ils sont revenus en 78. Oui, quand ça a commencé à marcher. Voilà, oui. parce que les Allemands, entre-temps, et c'était l'opportunité de leur vie d'ailleurs, se sont ralliés à ce consortium. Bon, parenthèse fermée. Alors effectivement, on croyait commencer à voir clair dans le Brexit, puisque effectivement les Britanniques ont accepté la sortie dans les conditions négociées avec l'Union européenne sous la houlette du commissaire Michel Barnier, alors qu'il n'est pas un commissaire des commissions européennes, commissaire c'est un titre, enfin qui est rattaché évidemment à la Commission européenne. Bon. Et négociation très complexe, l'accord de sortie est un accord extrêmement complexe, de près de 400 pages, et qui tient bon sur un certain nombre de principes. J'en vois trois principalement. La question de la protection des citoyens du continent, je dirais, des Français, des Allemands, qui vivent au Royaume-Uni. Je crois qu'il y en a 1,5 million. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et qui, en vertu du droit de l'Union européenne, d'abord, disposent des règles juridiques qui les protègent du droit européen et qui, installés au Royaume-Uni, ne peuvent pas être traités différemment, discriminatoirement des citoyens britanniques. Donc il fallait sanctuariser un petit peu, garantir la sécurité juridique et de l'égalité de traitement entre ces futurs citoyens européens, mais qui seront des Français installés ou des Allemands installés au Royaume-Uni, avec leurs compatriotes britanniques. Le deuxième sujet, c'est la fameuse clause backstop, enfin liée à la question irlandaise. Oui. On réinstaure des frontières. Est-ce qu'il faut remettre des frontières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud? C'est hors de question, pour des raisons à la fois économiques et des raisons politique. Et puis morale même, hein, parce morale, que c'est quand morale. même... On ne coupe pas un peuple en deux. Non, donc, en dépit des tensions religieuses très complexes que l'on sait par ailleurs. Et puis autre point également qui semblait important, c'était de dire qu'on permettra aux Britanniques de continuer à commercer. On commence à ouvrir des portes. La question des pêches également, qui est un sujet important. C'est important pour les Français d'ailleurs. Pour les Français, bien entendu, l'Espagne, je crois, les Allemands aussi, il me semble, les Pays-Bas. Bon. Donc un accord de sortie négocié âprement et s'enclenche dès cette année 2020, je dirais le second temps du Brexit, c'est-à-dire on sort, mais on va essayer de revenir d'une certaine façon. Alors, c'est le fameux deal. C'est quoi le deal? C'est de conclure un accord entre l'Union européenne et les Britanniques, alors qui n'est pas évidemment un accord d'adhésion, on l'a compris, puisqu'ils sont déjà sortis, mais un accord de coopération économique, un accord commercial, dans lequel on va faire en sorte de faciliter l'accès des marchandises britanniques et inversement de nos marchandises de les exporter au Royaume-Uni dans le cadre de cet accord, avec des droits de douane limités. Bon, on se met d'accord sur un certain nombre de contraintes réglementaires des deux côtés de la Manche. On se met d'accord sur la question des pêches.
qui représente une part infime d'ailleurs de l'activité économique des Britanniques. Les Britanniques, c'est l'assurance, c'est la finance essentiellement, et l'industrie. Les pêches, je crois que c'est 1,5%, 2% de leur PIB, c'est négligeable. Mais cela dit, les zones poissonneuses britanniques sont importantes, et l'idée évidemment de l'Union européenne, c'est de pouvoir continuer au titre de la politique de la pêche, à pêcher librement oui. dans les zones. Enfin, librement, c'est une façon de dire les choses, et de bénéficier de ces ressources poissonneuses. Puis les Anglais ont besoin de vendre le poisson. Les Anglais ont aussi besoin de. Mais alors, exactement, ils en produisent beaucoup trop pour leur marché, parce que c'est pas un pays qui mange, étonnamment d'ailleurs, le poisson, mais ils ne mangent pas que ça, contrairement au Japon par exemple, hein, qui est une autre île. Mais il y a quand même un impact économique qui est très important. Alors il semblait que les choses se raidissent à un moment donné entre la France et le Royaume-Uni, mais bon, l'idée d'un accord sur les pêches était vaincue. Et puis, bien sûr, on l'a dit, la question de l'Irlande du Nord. Mais, alors, cet accord, juste pour terminer, de commerce, cet accord de coopération économique et commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, serait peut-être un accord décevant, mais maintient quand même un lien, et comment imaginer l'inverse, entre voilà. On a du mal à imaginer que les bien Anglais entendu, et les Français bien entendu. Comment on imagine un lien quand même encore substantiel entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce que sans doute qu'il y a des avantages et des intérêts économiques des deux parties. Bon, alors juste pour terminer. Par ailleurs, le Royaume-Uni va multiplier ensuite tout un tas d'accords bilatéraux avec la France, avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Ça va devenir rudement complexe, le droit des relations entre les Européens du continent et le Royaume-Uni. Et il faut des juristes spécialistes de cela. Là, je fais une petite promotion pour ma petite boutique. Alors, les choses avancent. Septembre, octobre, coup de tonnerre, surtout septembre, Boris Johnson annonce deux choses assez fracassantes. La première, il envisage qu'il n'y ait pas de deal, qu'il n'y ait pas d'accord du tout. Et plus encore, les engagements qu'il a pris au titre de l'Irlande, des pêches, et au titre des citoyens européens, de la politique sociale européenne, eh bien, il considère qu'il n'est pas lié par ses promesses, par ses engagements, qui devaient sceller le nouveau pacte entre le Royaume-Uni. C'est quand même fou quand on pense à l'histoire de l'Angleterre, de voir une telle politique, une telle... mettre aux orties la promesse... Voilà, en fait, vous avez tout à fait raison. C'est fou quand même. Churchill s'en retournerait dans sa tombe. Très, très, très probablement, parce que Churchill devait sans doute être un homme de parole, de conviction et de parole. Là, au-delà des aspects juridiques, parce que tout ça se plaide par ailleurs, soit sur les tribunaux internationaux ou les tribunaux européens, non, ce qui est en jeu, c'est une parole politique d'un État souverain. Oui. Pas n'importe lequel, le Royaume-Uni tout de même. Et donc c'est extrêmement choquant, je trouve, là c'est un point de vue personnel, c'est extrêmement préoccupant de voir que nous avons affaire à un personnel politique britannique, au fond, qui fait de la parole diplomatique, et voire de la parole d'homme, eh bien, en réalité, quelque chose qui est pour lui insignifiant. Mais c'est une variable d'ajustement. C'est une variable d'ajustement, ça doit servir ses petites activités politiques dans le cadre d'une stratégie politicienne interne, très vraisemblablement, je ne suis pas tout à fait franc, je n'ai pas creusé les questions plus que cela, et toujours, sur la base de propos, d'affirmations qui sont la plupart du temps fausses, erronées, concernant le fonctionnement de l'Union européenne, et en soutenant un discours, alors on va dire souverainiste, nationaliste, ça devient compliqué ces notions, mais qui consiste à dire que les Britanniques, au fond, sont assez forts, assez grands, ils l'ont prouvé dans l'histoire, pour s'en sortir tout seuls, et ils n'ont surtout pas besoin du continent. Bien. Est-ce que ça paraît pas un peu fou d'imposer ça à une population? Alors voilà. Et moi, c'est la question que je me pose. C'est quand même la population britannique. On l'entend pas beaucoup là. Alors elle a d'autres soucis peut-être. Elle a d'autres soucis. Elle est à plat économiquement avec le Covid. Elle est à plat économiquement. Oui, c'est pour ça quand je disais, je suis choqué, je suis un peu bouleversé par cette prise de position de Boris Johnson, parce qu'il y a la parole diplomatique, mais il faut voir que cette parole diplomatique, c'est-à-dire le non-respect de l'engagement donné, si c'était un problème purement intergouvernemental sur une négociation technique,
À la limite, c'est tout à fait secondaire. Mais non, là, on parle de 63 millions, 64 millions de Britanniques qui sont dans une situation économique extrêmement compliquée et qui vont vraisemblablement pâtir. Alors, c'est quoi un dirigeant qui prend des décisions de manière unilatérale au risque de compromettre gravement la situation personnelle, la situation économique de ses citoyens, des citoyens, parce qu'il n'est pas, même si c'est une monarchie, mais il n'est pas propriétaire de ses citoyens, évidemment. Il ne faut pas avoir cette conception patrimoniale. Bien. Alors, stupéfaction. Et là, on passe d'un cran, si vous voulez, supplémentaire, parce que, alors cette fois-ci, davantage sur le plan juridique, dans l'hypothèse où Michel Barnier ne parvient pas à convaincre les Anglais de la signature d'un accord, ou alors peut-être que les Britanniques sont très malins pour ça, veulent dire le pire pour pouvoir négocier un petit peu à la ce sont dernière des marchands, minute, ce sont des marchands, faut pas l'oublier. Oui. Vraisemblablement, mais c'est ça la réalité. Mais dans le cadre du scénario le catastrophe, d'ailleurs Michel Barnier l'a dit dans une intervention sur France Inter qu'on peut réécouter au mois de septembre, qui était très intéressante, eh bien s'il n'y a pas d'accord, d'un seul, là, les ponts entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont définitivement coupés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Royaume-Uni devient, dans notre jargon européen, ce qu'on appelle un État tiers. Vous avez l'État membre, vous avez les États associés, vous avez les États conventionnés, c'est-à-dire avec lesquels nous avons des accords bilatéraux, le Canada, le Japon, et le reste du monde, ce sont des États extérieurs, tiers. Et dans ce cas, les règles du commerce qui s'opèrent entre l'Union européenne et les États tiers, ce sont les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Et là, c'est une autre affaire. C'est pas joyeux pour les Britanniques. Mais ce n'est pas du tout joyeux pour les Britanniques, ce ne sera pas joyeux non plus pour nous, mais surtout pour les Britanniques. Ça veut dire rétablissement des droits de douane, rétablissement des contrôles aux frontières pour vérifier que les produits correspondent à nos normes, pour le moins aux normes internationales, impossibilité pour les Britanniques de pouvoir investir, de pouvoir s'établir en dehors des cadres définis par le droit international économique. C'est-à-dire que les facilités économiques d'installation, de libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services qu'offrait le droit de l'Union européenne, que potentiellement pourrait encore offrir, mais de manière beaucoup plus réduite quand même, l'accord, sont anéantis à jamais. Donc la situation est tout de même préoccupante, tant pour les Britanniques qui vont perdre un marché de 450 millions de consommateurs, parce que c'est ça l'Union européenne, bien sûr, mais également pour les États membres de l'Union européenne dans sa dimension continentale, où nous allons perdre aussi, nous, des parts de marché, de ce grand marché économique anglais, enfin britannique. Merci beaucoup Pierre-Yves, cette émission est finie, je suis désolée d'être obligée d'interrompre, mais quelque chose me dit que nous reparlerons du Brexit. J'en suis assez convaincu. Je pense qu'un élément peut-être moi qui me frappe, les Anglais ont sous-estimé la solidarité européenne. Merci beaucoup.